Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, scène de violence à Ziguinchor. Ousmane Sonko accuse la police nationale. Le leader de PASTEF entretient en revanche le doute sur sa candidature à la mairie de Ziguinchor. À 85 jours de ces élections, comment comprendre cette poussée de violence? Analyse à suivre avec Abdoulaye Cissé. Alerte rouge sur les réserves de sang au Centre national de transfusion sanguine. 50 poches de sang seulement sont collectées par jour sur une demande de 150. Reportage édifiant à suivre dans cette édition. Le village artisanal de Soumbédioune au cœur de l'exposition universelle Dubaï 2020. C'est une initiative de l'État du Sénégal à travers l'ACPEX. On vous explique tout avec nos envoyés spéciaux à Dubaï. Reportage à suivre. Et puis en sport, éliminatoire Coupe après les affrontements ayant fait 5 blessés dans les rangs de PASTEF Ziguinchor, la police nationale serait complice de ces incidents selon Ousmane Sonko. Concernant sa candidature à la mairie de Ziguinchor, le leader de PASTEF s'est montré plutôt évasif. Voyons le compte-rendu de la conférence de presse tenue par Ousmane Sonko à Ziguinchor avec Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. Ousmane Sonko dit qu'il n'avait pas prévu d'organiser une conférence de presse à Ziguinchor. Il avait juste retenu de rencontrer les journalistes et communicants de la région sud du pays en tant que corporation. Mais les affrontements entre ses partisans et ceux de Doudouka ne pouvaient pas le laisser de marbre. Selon lui, la police sénégalaise est en partie responsable de ce qui s'est passé. Ousmane Sonko a même utilisé le mot complice. C'est déplorable. La police n'a pas voulu bouger. Et pourtant, à la fin de la réunion, quand on est sorti jusqu'à la route principale du marché Boucotte, on a vu une fourgonnette de la police stationnée. Ils ne sont même pas entrés dans le quartier pour essayer de s'interposer entre les partis. C'est indigne d'une police républicaine, je le dis et je le répète. Et la police est partiellement responsable de ce qui s'est passé hier. Je les considère comme complices de ce qui s'est passé. Je le dis, n'eût été le professionnalisme de ma sécurité qui s'est organisé pour dégager la voie et nous permettre de sortir, il y aurait pu y avoir mort d'homme. Le président du PASTEF avertit que si cela se répétait à Ziguinchor, il dégagerait sa responsabilité sur les conséquences qui en découleraient. Interpellé sur sa candidature à la mairie de Ziguinchor, voici sa réponse. Bien écoutez, dans les jours à venir, vous serez édifiés sur la question. Vous savez, ne soyez pas pressés. Le 29, c'est le début du dépôt des listes. Le 29, c'est dans moins de 20 jours. Donc ne soyez pas pressés. Vous saurez qui sera le candidat de la coalition pour Ziguinchor. Évidemment, je suis de Ziguinchor. Je suis un acteur politique. Pour nous, toutes les élections sont importantes. Il n'y a pas d'élection mineure en politique. Nous mettrons en place la meilleure formule et la meilleure équipe pour gagner largement à plus de 80%. Je ne dis même pas la commune de Ziguinchor, mais le département de Ziguinchor. Ousmane Sonko a présenté aux journalistes les blessés enregistrés lors des affrontements entre ses militants et ceux qui se réclament de Doudouka. L'environnement politique du Sénégal connaît de plus en plus ces scènes de violence dues à une relation de conflictualité définitive entre acteurs. C'est la conviction du docteur Cheikh Gueye du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Comment faire alors pour conserver la stabilité du pays dans la marche pour la démocratie? Pour le professeur Ousmane Sène de Wark, il faut revenir aux principes d'antan. Marcel Farba-Maroun et Alioune Diagne. Si le Sénégal détient une réputation exemplaire sur le continent en matière de démocratie, la violence issue d'élections revient souvent sur le devant de la scène. Cependant, depuis quelques années, cette violence a atteint des limites jamais égalées, selon certains observateurs. C'est de plus en plus violent. Les acteurs politiques sont de plus en plus dans une relation de conflictualité définitive ou en tout cas très très accentuée. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très en relation avec la nature de la société sénégalaise, de la nation sénégalaise. Nous avons une nation quand même où la parenté
et les appartenances religieuses ont fondé une culture de paix, de concorde nationale au-delà des disputes politiques. Et afin de renforcer cette culture de paix et de concorde nationale, les partis politiques sont appelés à revoir leur stratégie, un peu comme ce qui se faisait par les précurseurs de la politique sénégalaise. Avant, les partis politiques avaient ce qu'on appelait l'université ou l'école du parti. On formait les militants. Mais maintenant, je crois que les dirigeants des partis politiques n'ont plus le temps de faire ce travail-là pour que les gens comprennent que la politique n'engendre pas nécessairement la violence. Il faudrait que les gens puissent avoir la possibilité de se réunir quelque part, de discuter sans que leur adversaire, pas leurs ennemis, leurs adversaires ne viennent les attaquer. Dès l'instant que vous faites ça, c'est un déni de démocratie. Depuis l'indépendance, 11 élections présidentielles et plus d'une dizaine d'élections législatives ou locales ont été organisées au Sénégal. Le pays est l'un des rares en Afrique qui se réclame d'une tradition de pluralisme politique ou de démocratie multipartisane. Parlant de pluralisme politique, des centaines de partis existent au Sénégal, ce qui sans doute accentue la compétition. Une compétition qui doit se faire dans les règles de l'art. Des scènes de violence à l'approche d'élections au Sénégal, une situation devenue presque banale du fait de l'impunité notée, situation qui favorise le recrutement même de gros bras au service des écuries politiques, ce qui n'augure pas des lendemains meilleurs pour le Sénégal. Le commentaire de Ibrahima Khan. La violence est presque devenue une gangrène dans le champ politique sénégalais. Après une courte période d'accalmie, voilà que des supposés nervis sont encore cités dans les échauffourées qui ont opposé hier des partisans d'Ousmane Sonko à ceux de Doudou Ka, responsable de l'APR à Ziguinchor. Et oui, du sang a encore coulé, mais heureusement, aucune perte en vie humaine. Le recrutement justement de gros bras communément appelés nervis fait qu'aujourd'hui, l'arène politique s'apparente de plus en plus à un Far West où le plus fort impose sa loi sans se soucier des principes sacro-saints qui régissent l'état de droit. Cet épisode sombre noté à Ziguinchor vient hélas rallonger la longue liste de scènes de violence qui ont émaillé le pays sans que les responsabilités ne soient situées. En mars dernier, des images de supposés nervis ont suscité l'indignation de plus d'un et jusque-là, l'impunité semble être érigée en règle. En juin également, lors de la tournée économique du chef de l'État dans le Nord, des images montrant de gros bras dans le sillage du cortège présidentiel molestaient sur leur itinéraire toute personne manifestant une quelconque hostilité au chef de l'État. En avait-il le droit? Ont-ils été sanctionnés? La réponse est non, à double titre. L'impunité notée devant ces actes regrettables n'est-elle pas de nature à favoriser le recrutement de gros bras au service des écuries politiques? Autant de questions qui interpellent aujourd'hui l'autorité. Merci beaucoup Ibrahima Abdoulaye Cissé, bonsoir. Bonsoir chef. Comment comprendre ce lynchage à Ziguinchor et encore le mot est faible? Vous avez entendu Ousmane Sonko, il accuse la police. Je voudrais rappeler que le 11 février 2019, en pleine campagne électorale, Ibrahima Diop est tué dans une rixe entre la délégation du PUR et la mouvance présidentielle. Issa Sall, alors candidat, avait accusé la police d'avoir été négligente, de n'avoir pas été diligente pour s'interposer, ce qui a causé bien sûr mort d'homme. 2 militants avaient été tués. Depuis lors, il y a eu le procès des gros bras du PUR, mais il s'en est suivi ce que l'on connaît aujourd'hui. Effectivement, ce qui s'est passé à Ziguinchor, à moins que l'administration territoriale ne soit là que pour délivrer des autorisations de manifester à ce qu'ils demandent ou pas, mais on ne pouvait pas ne pas savoir qu'il y avait risque de tension quand le leader Ousmane Sonko se déplace à un endroit à Ziguinchor qui plus est se trouve en face de la maison de l'un des principaux animateur de la mouvance présidentielle. Comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Justement, comment en est-on arrivé là? Et rappelons-le, nous sommes quand même à 85 jours de ces élections, Abdoulaye. Vous savez, on n'a pas besoin de convoquer l'histoire politique du Sénégal parce que souvent, quand on remonte très loin, c'est pour être tendre avec le phénomène de violence dans la politique. On n'a pas besoin, sinon on aurait cité juste le livre de Marcel Mendy, Sénégal et violence politique de 1960 à 2000. Mais prenons de 2000 à aujourd'hui. Tout ceci n'a qu'un seul nom, l'impunité.
C'est la prime à l'impunité qui fait que dans la conscience populaire, on en arrive à croire finalement que les faits de violence découlant de l'activité politique ne sont presque ou ne seront presque pas sanctionnés. Ce qui pousse beaucoup à récidiver, à participer à des activités violentes sans être des militants politiques. Pourquoi je ne veux pas qu'on remonte l'histoire politique du Sénégal? Parce que les gens avaient une culture politique, les gens avaient une passion militante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Limite, ceux qui perdent la vie dans ces manifestations, on a du mal à trouver une carte de lecteur ou la carte d'un parti politique. Donc c'est vous dire qu'il n'y a plus cette passion-là, mais on en est là aujourd'hui. On a souvent trusté les limites du précipice, c'est quand même parti trop tôt, on peut le dire quand même cette fois-ci, et ça fait craindre le pire, n'est-ce pas? Il y a au moins les régulateurs sociaux qui sont encore là, qui ont toujours été là. On espère que peut-être que les acteurs politiques vont encore entendre le khalife général des Mourides. On sort tout juste du Magal et tout le monde s'était réjoui de l'appel à la paix du khalife général des Mourides. On va vers le Gamou, certainement Serigne Babacar Sy, khalife général des Tidianes, va aussi réitérer cet appel. On espérait qu'il l'aurait entendu, mais manifestement ils ne l'ont pas entendu. Et effectivement, vous dites, c'est parti très tôt. On n'est même pas encore dans la pré-campagne. Figurez-vous qu'on n'a même pas encore déposé les listes, c'est parti et ça n'augure pas de lendemain meilleur. Vous croyez vraiment que c'était évitable ce qui s'est passé à Ziguinchor? Écoutez, soyons fous, on aurait pu imaginer qu'Ousmane Sonko, leader de PASTEF qui se déplace à Ziguinchor, dans sa ville, par courtoisie, se dise, allez, je vais à un endroit qui fait face à la maison de la mère d'un de mes challengers, Doudouka, et qu'il y passe par courtoisie pour le saluer. On aurait pu imaginer que Doudouka lui-même l'attende avec un verre d'eau pour le lui offrir. Un bon gentleman agreement. Écoutez, je pense que je vis dans un monde de bisounours, ça ne se serait pas passé comme ça, parce que Ousmane Sonko serait arrivé que les partisans de Doudouka auraient dit non, il vient avec des khondiom, vous savez ce que je veux dire. Doudouka aurait offert un verre d'eau à Ousmane Sonko que ses partisans lui auraient dit surtout pas boire parce que c'est du poison. Figurez-vous qu'il y a un lutteur qui allait rendre visite à son prochain challenger pour lui présenter ses condoléances. Limite, il a été évacué. C'est vous dire que c'est complètement gâté dans ce pays qu'on en soit là. Et tous les coups sont permis en politique, vous le savez, Abdoulaye. Merci beaucoup. Merci, Chérif. Merci. Et affaire Tchernias, restons toujours dans le domaine judiciaire. La justice fera son travail, promet le garde des Sceaux, Tchancha Malik Sall, pour le ministre de la Justice. Cette affaire sera élucidée. Le voici avec Pape Faragnig. Nous sommes dans un état de droit. Même si sa femme n'avait pas réclamé justice, justice serait rendue. Une procédure est en cours, je ne vais pas m'y étaler, mais je peux rassurer sa femme. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui présenter mes condoléances les plus émues. C'est un drame qui lui arrive. Les condoléances également du chef de l'État et du gouvernement du Sénégal. Et lui assurer que les droits seront totalement respectés comme d'habitude parce que le Sénégal est un état de droit. Le ministre de la Justice s'exprimait en marge d'un séminaire de 4 jours. L'événement est dédié au renforcement des capacités des acteurs de la justice et des secteurs privés sur le droit communautaire. Compte rendu Pape Faragnig et Amadouba. Magistrats, avocats, cadres de la gendarmerie, de la police, entre autres, ils étaient nombreux autour de la table pour mettre à niveau tous ces acteurs publics et du privé au même pied d'égalité sur le droit communautaire. Dans un premier temps, nous allons présenter la Cour de justice, puis ses règles de saisine, ses règles de procédure, parce qu'il ne s'agit pas de saisir uniquement la Cour, il faut qu'on sache par quel mécanisme la justice va être rendue, le droit va être dit. Donc nous aurons deux modules là-dessus. Puis nous parlerons de la libre circulation des personnes, des biens. Un séminaire d'imprégnation afin de connaître les procédures de la saisine de la Cour. Il est bon que les citoyens sénégalais, il est bon que les acteurs de la justice s'imprègnent de ces procédures, s'imprègnent des textes qui la régissent, s'imprègnent des décisions qu'elle rend. Parce que ce sont des décisions qui sont opposables. Cette cour aujourd'hui, effectivement, c'est notre cour à tous. Et je crois que tout un chacun a intérêt de maîtriser le processus de sa saisine, de maîtriser les textes qui la régissent
et de voir pour connaître un peu la jurisprudence. Une rencontre plus qu'utile pour les avocats sénégalais qui veulent exercer dans l'espace UEMOA. Le cadre juridique et institutionnel, n'est-ce pas, les compétences et les procédures, le droit de la concurrence dans l'UEMOA et tout ça. Alors ce sont des questions sur lesquelles, en théorie, chacun d'entre nous peut être documenté. Mais en pratique, je veux dire, comment se fait la procédure devant la Cour de justice de l'UEMOA, qui a le droit d'y aller, quelles sont les questions qui y sont débattues. Ce sont, on va dire, des choses qui ne sont pas forcément des lieux communs. Moi, je suis avocat depuis un certain nombre d'années, je ne suis jamais allé présenter un dossier là-bas. Durant 4 jours, les acteurs de la justice et du secteur des transports et du commerce vont suivre des modules sur le droit et la justice communautaire UEMOA afin de permettre la libre circulation des citoyens dans l'espace. Merci Pape Farah. Dans le nord du Sénégal, arrestation de 3 personnes entre Saint-Louis et Rosso pour trafic international de médicaments. Les pharmaciens veulent que l'affaire soit tirée au clair. Ils exhortent l'ordre des pharmaciens à faire tout son possible pour que de pareilles situations ne se répètent plus. Ousseynou Diop, Habib Seck. L'affaire des 3 personnes arrêtées pour trafic international de médicaments fait beaucoup de bruit à Saint-Louis. Elles ont été arrêtées entre Saint-Louis et Rosso Mauritanie par le commissariat spécial de Rosso. Une importante quantité de médicaments estimée à plus de 6 millions de francs CFA a été également saisie sur ces 3 personnes. Ce qui irrite les pharmaciens de Saint-Louis, c'est surtout la quantité importante de médicaments en rupture saisis sur ces 3 personnes. Donc ça montre que derrière, ça n'incrimine seulement pas le seul confrère qui est concerné. Derrière aussi, on doit interpeller les grossistes qui ont servi en fait ces produits-là. Les pharmaciens du Sénégal, par la voix de leur représentant régional, veulent que cette affaire soit élucidée. S'il s'avère qu'il y a un confrère qui est incriminé dans ce trafic illicite, nous ne pouvons pas cautionner cet acte-là. Et là, vraiment, l'ordre des pharmaciens prendra toutes les responsabilités pour vraiment régler ce problème. Selon le président régional, l'ordre national prendra toutes les dispositions pour que cette affaire soit élucidée et que de telles pratiques ne se reproduisent plus. Maintenant, nous, en tant que syndicat, ce que nous pouvons faire dans cette affaire, puisqu'il s'avère qu'un confrère a été incriminé dans cette affaire, c'est de porter l'affaire dans les juridictions de l'ordre des pharmaciens. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons informé l'ordre des pharmaciens qui va prendre toutes ses responsabilités par rapport à ce problème. Les 3 personnes ont été alpaguées par les enquêteurs suite à l'exploitation d'une information anonyme. Elles sont désormais entre les mains du juge qui va décider du sort qui leur sera réservé. Sur le front du coronavirus, le Sénégal classé parmi les pays verts. Les voyageurs en provenance ou à destination du Sénégal ne sont plus soumis au motif impérieux qu'ils soient vaccinés ou non. Selon un document officiel publié sur le site du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, le Sénégal est maintenant sur la carte actualisée des pays verts, c'est-à-dire les pays dans lesquels aucune circulation active du virus n'est observée et aucun variant préoccupant n'est recensé. Désormais, les voyageurs en provenance ou à destination d'un pays vert comme le Sénégal, vaccinés ou non, ne sont plus soumis donc aux mesures contraignantes pour entrer ou sortir de la France. 50 poches de sang par jour sur une demande de 150. Le Centre national de transfusion sanguine alerte sur le manque de sang. La autre difficulté du centre, la logistique fait défaut. Pas d'ambulance, un budget insuffisant et la liste est loin d'être exhaustive. Mohamed Dieng et Fatou Kinedem. Dans cette salle de prélèvement du don de sang, le décor en dit long. Juste quelques donneurs au moment où la demande est très forte. Les pathologies, comme certaines interventions chirurgicales, les anémies, voilà, ceux qui font les cures en chimiothérapie, ont tous besoin de sang. Et nous n'arrivons pas à honorer, à faire face à toutes ces demandes. Nous lançons l'appel à toute la population, okay? Aux maires, aux autorités des collectivités locales de nous venir en aide en organisant des collectes de sang. Donc les associations aussi qui ont l'habitude d'organiser régulièrement les collectes aussi. 50 poches par jour, comparé à la collecte avant la pandémie, le gap est énorme. Il nous arrive de livrer plus de 150 poches par jour, vous savez. Donc ça, c'est très, très important. Chaque année, les objectifs étaient atteints.
parfois même ils arrivaient de les dépasser. Mais présentement, depuis 2 ans, depuis l'avènement de la pandémie, nous, on a constaté vraiment une chute du don de sang. Voilà. C'est pourquoi il faut que les populations nous reviennent, parce que le sang là, personne ne le souhaite. Même si vous étiez dans une situation, vous aurez souhaité que quelqu'un vous en donne. 119 000 dons par an, c'est ce qui est enregistré au niveau national. Le Sénégal, encore à la traîne par rapport aux recommandations de l'OMS. 2% pour chaque population donneur. Le Sénégal doit atteindre les 180 000. Nous faisons aussi des collectes mobiles dans les quartiers, dans les associations, dans les entreprises. Il nous arrive de faire 3 à 4 collectes par jour. Et chaque collecte, on peut avoir au minimum 100 poches dans les collectes. Okay? En cabine fixe, on peut avoir une centaine par jour. Vous voyez, on fonctionne du lundi au samedi, de 8h à 13h. On envisage même d'élargir le temps de collecte jusqu'à 16h. C'est un projet qui va bientôt voir le jour. Le Centre national de transfusion sanguine manque aussi de moyens logistiques. Pas d'ambulance, un budget insuffisant. L'urgence, mettre en place un institut du sang pour mieux former le personnel. Outre l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie, le reste des pays de l'Afrique est formé au Sénégal en hématologie. Merci Fatkine. Les agents du SAMU municipal réclament 8 mois d'arriérés de salaire. Ils déclarent avoir participé à la riposte contre la pandémie sans recevoir de rémunération. Ils ont tenu un sit-in ce matin pour protester. Seydou Badji est leur porte-parole. Il est interrogé par Thioro Marniaï. L'ombre à ce tableau réside à ce que ce jour, la prime Covid octroyée à l'ensemble des personnes impliquées au premier degré de la riposte Covid-19 n'a toujours pas été versée à nous, autres personnes du SAMU national. On réclame nos primes de la deuxième vague. 8 mois de primes qu'on n'a pas été payés. Jusqu'à présent, on n'a pas été payé. On a tout fait, on a maintes fois demandé à l'autorité, mais jusqu'à présent, rien. On a 8 mois d'arriérés de prime Covid. Actuellement, chaque agent doit avoir au moins 1 200 000. On va passer à la vitesse supérieure. Sinon, commencer à réduire le personnel qui va travailler. Et sinon, si ça perdure, on ira au niveau national. La diète serait-elle la meilleure façon de se faire entendre? Vous l'avez certainement remarqué, beaucoup de travailleurs s'adonnent à cette forme de revendication particulière, certes. Refuser de s'alimenter, est-ce une bonne stratégie syndicale? Élément de réponse, Fat Bintou Conté et Amadou Ba. C'est comme une nouvelle forme de lutte au Sénégal, la grève de la faim. Ils sont légion, les travailleurs qui brûlent pas mal d'étapes dans une lutte syndicale et optent pour ce combat. On a été vraiment chez le chef religieux, on a parlé pour qu'il vraiment parle avec le directeur général, pour qu'on puisse vraiment trouver un terrain d'entente. Puisque nous savons bien que toutes sortes de revendications finissent toujours autour d'une table. Mais malheureusement, avec toutes ces promesses que le directeur général avait faites, qu'il n'a pas tenues, qu'il n'a pas respectées, c'est ce qui nous a amenés aujourd'hui jusqu'ici. On a eu à organiser des marches pacifiques au niveau de Dakar, Ziguinchor, au niveau de Kaolack, où il y a eu des affrontements. Mais aujourd'hui, si nous en sommes venus jusqu'ici, c'est parce que le directeur général et la direction générale de la Sénélec nous ont poussés à bout. Dernière arme dans une lutte, la syndicaliste Bakhaw Diong se désole que les Sénégalais l'utilisent de plus en plus pour obtenir gain de cause le plus rapidement possible. Moi, je ne conseille à aucun travailleur de procéder de la sorte. C'est-à-dire, la grève de la faim est un ultime recours. Nous n'avons pas le droit de les laisser faire ces genres de lutte. Un gréviste de la faim, parce qu'il n'a plus de solution. Et tout ceci résulte pour la secrétaire générale de la CNTS FC Authentique d'une faillite des syndicats dans la lutte pour la revalorisation des conditions des travailleurs. Nous avons failli à notre devoir, il faut le reconnaître. Parce que les gens ne croient plus aux syndicats. Les travailleurs n'y croient plus. Je l'avais dit et je le répéterai partout. Nous n'avons pas le droit de les laisser en rade comme ça. Nous laissons quand même le terrain à d'autres structures, c'est-à-dire la société civile, les mouvements
on les laisse comme ça, alors qu'eux, ils ne peuvent pas régler le problème de ces travailleurs. Les Sénégalais ne font plus confiance aux syndicats, ils se retournent maintenant vers la société civile ou les mouvements citoyens. Merci beaucoup Fat Bintou, et parlons justement de cette autre grève mythique, celle des cheminots de 1947, 74 ans après. Les cheminots se souviennent de cette grève qui aura duré plus de 5 mois. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Nous l'avons rencontré à son domicile au quartier Aiglon de Thiès. Cet ancien cheminot a l'amour du passé. Il est un témoin patent de la grève des cheminots de 1947. La particularité de cette grève, c'est la seule grève dans l'histoire de l'humanité qui a duré 5 mois et 10 jours. La longévité de la grève et le contexte socio-économique et socio-politique de cette grève. Cette grève a été déclenchée en vérité le 10 octobre 1947. Parce que le chemin de fer à l'époque devrait être composé de la Fédération des cheminots de l'AEF, le Dakar Niger, du Sénégal au Soudan français, donc le Mali, le Conakry Niger, le Bénin Niger et l'Abidjan Niger. C'est Sarr Ibrahima Sarr, qui a pris son bâton de pèlerin en 1943 pour faire le tour de ces différentes capitales. Et pour fédérer toutes ces forces syndicales et convaincre, ils ont choisi comme date symbolique du 10 octobre, qui est l'anniversaire de la révolution d'octobre. Cette grève a duré 5 mois et 10 jours. Elle a été arrêtée, le hasard n'existant pas, le 19 mars 1948. Une grève qui a duré 5 mois et 10 jours a positivement impacté l'évolution du chemin d'affaires. Des vaillants cheminots et leurs femmes ont porté le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Pour les cheminots, c'est le principe du travail égal, salaire égal. Parce qu'il y avait beaucoup d'Européens à l'époque. Le tiers du personnel était composé d'Européens. Les autres étaient des Africains, des Sénégalais, des Bambara, des Béninois. Si un cheminot africain gagne 100 000 francs, l'Européen gagnait au moins 1 million. Au bas mot. C'était ça le contexte de 1947. Il y a eu d'autres revendications. Le 13e mois, la coopérative d'habitat, la coopérative de consommation, la gratuité des soins, le système d'intégration, ça n'existe qu'au chemin de fer. Le fait que quand tu as 40 ans d'âge, tu fais 20 ans de service, automatiquement tu rentres dans le cadre. Ça n'existe qu'au chemin de fer. C'est vous dire donc que cette grève-là a eu un écho extrêmement important. Ces retraités et cheminots en activité ont par ailleurs appelé le chef de l'État à sauvegarder ce patrimoine qui a fait la fierté du Sénégal, tout en demandant l'exécution du programme pour la relance du chemin de fer. Merci Cheikh Anta, et parlons littérature. Goncourt 2021, notre compatriote Mohamed Mbougar Sarr fait partie des 8 sélectionnés du jury. Du haut de ses 31 ans, ce jeune Sénégalais semble être déjà accepté par la critique littéraire française. Quel est son parcours dans le monde littéraire? Quelles sont ses chances de remporter le Goncourt 2021? Élément de réponse, faisons plus ample connaissance avec Mbougar Sarr, Fatima Touré. Mohamed Mbougar Sarr est désormais dans le 8 du Goncourt, la plus secrète mémoire des hommes, son dernier chef-d'œuvre littéraire qui retrace les péripéties de la vie d'un jeune Sénégalais, Diegane Latir Faye, qui découvre à Paris un livre mythique paru en 1938, a été bien accueilli par la critique. Ce fils du Sénégal, né il y a 31 ans à Diourbel, après ses études primaires, est admis au concours Prytanée militaire de Saint-Louis en 2002, meilleur élève des classes de terminale au concours général de 2009, Mohamed Mbougar Sarr est aussi lauréat de nombreux prix, notamment prix Ahmadou Kourouman et du Grand Prix Roman Métis en 2015. Ce prestigieux concours attendu chaque année avait mis en liste 16 auteurs lors de la première sélection. Une deuxième liste de nominés est publiée. 8 auteurs sont retenus, parmi eux Mohamed Mbougar Sarr. 4 finalistes seront choisis ce 26 octobre afin de désigner le nouveau lauréat 2021 du prix Goncourt le 3 novembre prochain. Mohamed Mbougar Sarr est aussi élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite par le président Macky Sall. Après des études en classe préparatoire littéraire, il poursuit en France son cursus à l'école des hautes études en sciences sociales.
Parlons culture, FESPACO 2021, le Sénégal est le pays invité d'honneur. Cette nouvelle édition du FESPACO aura pour thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. Le ministère de la Culture et de la Communication a rencontré la presse ce matin, compte rendu Ibou Diouf et Pape Sango Mbaye. L'honneur ne se refuse pas à ton coutume de cantonner, et surtout quand ce privilège vient d'une institution comme le FESPACO. Le choix du Sénégal a fait honneur aux autorités et autres acteurs du cinéma. Il y a l'étalon d'argent qui sera doté d'une enveloppe du chef de l'État, donc nous l'avons évoqué tout à l'heure, mais il y a également le prix spécial du président de la République. Donc tous ces deux prix sont à l'honneur, si je puis dire, du Sénégal et du chef de l'État plus particulièrement. Le 7e art sénégalais sera à l'honneur lors de cette 27e édition avec 14 films en compétition. Une bonne vitrine pour le cinéma sénégalais. Alors le Sénégal est un pays qui a toujours ses chances. Parce que comme je dis souvent, les génies créateurs sénégalais existent et nous avons toujours comme je dis, le droit et l'obligation de garder nos chances intactes. Que justement, qu'il y ait d'abord une belle présence sénégalaise, que les Sénégalais soient à la hauteur de cette invitation et qu'il y ait une belle découverte, une belle fenêtre du Sénégal. Le FESPACO est aussi un grand rendez-vous pour la presse sénégalaise, des professionnels qui comptent jouer le rôle pour la visibilité de toutes ces productions. C'est un honneur, on aura une lumière particulière sur le cinéma de notre pays, sur nos cinéastes, sur nos producteurs, sur les acteurs, les actrices. Mais aussi nous y allons avec le drapeau du Sénégal. Nous allons être des ambassadeurs, accompagner nos réalisateurs, nos producteurs, afin que leur travail puisse avoir un écho favorable. L'édition 2021 du FESPACO a pour thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis. Après la Côte d'Ivoire en 2017 et le Rwanda en 2019, le Sénégal est cette année à l'honneur. Merci beaucoup Ibou. Et puis c'est une forte délégation sénégalaise qui s'est rendue aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de l'Expo universelle, une initiative de l'État à travers la CEPEX dans le but de relancer un secteur à l'agonie à cause de la maladie à Covid. Sarah Cissé et Hamza Diallo. Grâce aux nombreuses opportunités qu'il offre en termes d'exportation, l'artisanat d'art est un secteur bien représenté ici à l'Expo de Dubaï. Plus d'une vingtaine de nos compatriotes qui s'y adonnent ont fait le déplacement, un projet rendu possible grâce à l'État du Sénégal à travers la CEPEX. La CEPEX nous a amenés ici, il nous a tout donné, il nous a mis sur les bonnes conditions, il nous a donné billets d'avion, hébergement. On est venu juste pour trouver des partenaires à long terme. Parce que qui dit expo parle des partenaires et des ouvertures aussi. L'Agence sénégalaise de promotion des exportations est à l'initiative de la démarche. Ces efforts constants pour soutenir les artisans sont appréciés à leur juste valeur. La CEPEX soutient les artisans sénégalais dans plusieurs villes du monde qui organisent des expositions à travers des financements. Faire partie de cette expo n'était toutefois pas une mince affaire. Des critères de sélection ayant été naturellement imposés aux artisans. Les directions qui nous sélectionnaient, c'était l'APDA, c'était la SAPEX, c'était COSEC. Ça a été vraiment trop serré même. Mais par la grâce du Seigneur, vu notre travail, notre savoir-faire, la finition, la qualité et tout, on a pu être sélectionné. Pour ces pensionnaires du village artisanal de Soumbédioune, cette présence à Dubaï est une véritable aubaine. Leur secteur ayant été fortement touché par la pandémie, cela fait quasiment 2 ans que leurs activités sont à l'arrêt. Une situation qui aujourd'hui les pousse à lancer un appel à la consommation du Made in Sénégal. Ce qu'on travaille au Sénégal, il faut qu'on sensibilise les Sénégalais pour ce qu'ils puissent utiliser. Il faut qu'on
travaille sur le consommé local. Parce que le consommé local, c'est la seule chose qui peut nous amener avant. On n'a jamais vu un Français sortir dans les médias ou quelque part porter les costumes sénégalais. Il porte les costumes européens. Nous aussi, nous devons faire pareil. C'est un costume très facile à porter et très joli et très tendance aussi. L'exposition nationale au pavillon du Sénégal réservée à cet effet est prévue le 13 octobre, mais les artisans sénégalais sont bien présents au niveau du village de l'Expo où des visiteurs arrivent depuis ce matin au compte-gouttes. Merci Sarah. Et puis en sport, 4 victoires, 3 buts à 1, une démonstration de force pour être le premier pays qualifié au barrage. Cher Sadibou Diarra. Un ticket obtenu grâce à la victoire 3 buts à 1 devant la Namibie. Qui est présent. On a eu du répondance, un match vraiment de caractère qui s'est joué au mental. À l'arrivée, je pense que les 3 points sont quand même mérités, mais effectivement, ce fut un match. Cette CAN qui va s'approcher, qui sera une CAN très difficile où le Sénégal sera attendu. Féliciter à jouer n'importe quelle équipe. Je crois que c'est à nous de nous concentrer sur nous. Dès lors que nos joueurs jouent à leur vraie valeur, dès lors que nos joueurs jouent avec les qualités qu'on connaît, on a à avoir peur de personne. Les Lions. C'est partout où nous allons. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant dans Soir d'info avec Pape Abdoulaye Der qui reçoit ce soir Monsieur Chermbo. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.